Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Emmanuelle Turcotte. Je suis accompagnée de ma collègue Ketli Pinchina-Jean-Charles. On est toutes les deux en poste au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal et on est bien contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre mandat de coordonnatrice spécialisée en matière de proche aidance. Le 28 octobre 2020, le gouvernement du Québec a adopté la loi 56, soit la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Dans l'histoire du Québec, c'est le premier projet de loi consacré aux personnes proches aidantes qui représente plus d'une personne sur 5 en fait dans la province, comme on va le voir un petit peu plus loin dans la présentation. La loi a pour objet de guider le gouvernement dans la planification et la réalisation d'actions visant à mieux connaître et reconnaître la contribution sociale des personnes proches aidantes, leurs besoins, et également mieux les soutenir dans leur rôle. De ce projet de loi émane une politique nationale et un plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. Donc, nous sommes deux coordonnatrices spécialisées en proche aidance, l'une territoriale, Emmanuelle, et l'autre provinciale, donc moi, pour les communautés ethnoculturelles et anglophones, parmi les 27 coordonnateurs et coordonnatrices nommés par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la politique nationale et du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. Donc, ensemble, nous allons vous définir la politique nationale en matière de proche aidance, le plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes, notre mandat ainsi que notre rôle. Alors, c'est en octobre 2020 que le gouvernement du Québec a adopté la loi 56, soit la loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, comme on le disait en introduction. Après de nombreuses années de travail, de groupes de citoyens, d'associations de proches aidants, d'organismes communautaires, de professionnels de la santé, on a une reconnaissance politique des personnes proches aidantes, de leur rapport considérable à la société, puis une reconnaissance aussi de leurs besoins de soutien par le gouvernement du Québec qui a adopté cette loi-là. La loi a mené ensuite à la publication de la politique nationale pour les personnes proches aidantes en avril 2021. Puis, en octobre 2021, a été publié le plan d'action gouvernemental qui vient préciser 61 mesures concrètes qui seront menées par des partenaires nationaux et locaux pour un budget de plus de 200 millions de dollars pour la période de 2021 à 2026. Alors, on va vous faire un petit peu plus tard dans la présentation un survol des grandes lignes de ce plan d'action-là. Donc, tout d'abord, on doit vous définir ce qu'est une personne proche aidante. Donc, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non. Et ce soutien peut être apporté de façon continue ou occasionnelle, à court ou à long terme, offert à titre non professionnel, bien sûr, et de manière libre, éclairée et révocable. Donc, tout ceci pour favoriser notamment le rétablissement de la personne aidée et le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie. En d'autres termes, on peut être proche aidant d'une personne aînée, bien sûr, mais aussi proche aidant d'un jeune enfant, d'un adolescent, d'un enfant adulte, d'un conjoint ou d'une conjointe, d'un partenaire de vie, d'un ou d'une amie, etc. Peu importe le type d'incapacité temporaire ou permanente, ce qui veut dire par exemple qu'on peut être personne proche aidante auprès de son jeune enfant avec des besoins particuliers, auprès de son enfant adulte avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance, ou d'une personne en fin de vie qui reçoit des soins palliatifs. Donc, ce sont là quelques exemples. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ici une définition qui se veut la plus inclusive possible pour englober un maximum de profils de personnes proches aidantes. Et pour vous faire un bref portrait statistique des personnes proches aidantes, donc selon Statistique Canada, la proportion de personnes proches aidantes au Québec en 2018, alors ce sont les dernières statistiques qu'on a, donc les statistiques les plus récentes. On n'a pas encore les statistiques pour les 5 dernières années. Donc, justement, la proportion de personnes proches aidantes en 2018 était de 21,1% de la population, soit 1 489 000 personnes, dont 24% étaient des femmes et 18,15% étaient des hommes. Donc, vous voyez que la majorité des personnes proches aidantes dans cette population étaient des femmes. Donc, pour vous donner une idée de ce que la proche aidance peut coûter en temps pour une personne qui apporte du soutien à un proche,
On a observé que près de la moitié de ce nombre dont on vient de citer, soit 45,3%, ont passé au moins 1 à 3 heures de temps par semaine à donner du soutien à leurs proches. Plus de 16% ont passé 20 heures ou plus, 13,3%, environ 10 à 19 heures, et 24,9%, près de 4 à 9 heures. Et près du tiers de ces personnes-là sont âgées entre 45 et 64 ans, 20% sont de 65 ans et plus, et 14% sont âgés de 15 à 44 ans. Alors, les personnes proches aidantes apportent différents types de soutien aux personnes aidées. On peut penser à de l'aide au transport, de l'aide pour les soins personnels, les travaux domestiques, l'entretien de la maison, des opérations bancaires, de l'aide pour la participation sociale et des activités de loisirs, le travail, les études, ou bien sûr un soutien émotionnel, psychologique ou social. C'est important de préciser que le soutien apporté par la personne proche aidante a souvent un impact positif dans sa vie. Par exemple, un sentiment d'accomplissement ou ça vient renforcer son lien affectif avec la personne aidée. Donc, c'est important de ne pas toujours avoir une vision négative de la proche aidance, puis de savoir que la proche aidance peut représenter quelque chose de vraiment positif dans la vie de la personne qui donne de l'aide. Par contre, il faut reconnaître aussi que ces activités de soutien peuvent être un poids supplémentaire sur les responsabilités des personnes proches aidantes, qu'elles peuvent amener un stress supplémentaire dans leur vie, un stress psychologique, un stress financier. Et c'est là où ça devient important de leur apporter un soutien pour éviter un impact négatif potentiel sur leur santé physique et psychologique et sur leur bien-être en général. Alors ici, on a quelques conséquences potentielles ou des impacts de l'approche aidance. Donc, les activités de soutien à la personne aidée qu'on a présentées à la diapo précédente peuvent entraîner, par exemple, sentiment d'inquiétude, de l'angoisse, du stress, de la fatigue. Ça peut mener même jusqu'à des situations de maltraitance, un sentiment d'être débordé, l'isolement social, précarisation financière, retard ou absentéisme au travail ou à l'école. Donc, la proche aidance peut avoir des répercussions sur sa capacité de prendre soin de sa propre santé et de sa famille pour toutes sortes de raisons comme le manque de temps, une surcharge des responsabilités, une surcharge financière, surcharge psychologique ou physique. D'où des besoins qui sont exprimés par les personnes proches aidantes, par les personnes proches aidantes elles-mêmes, en fait, soit, on le voit ici, des services de répit, besoin aussi de soutien psychosocial individuel ou de groupe. Elles ont besoin de plus d'informations, de formation, du soutien financier, matériel, plus de flexibilité en emploi dans le cadre de leurs études, de l'information et des services dans leur langue d'origine, très important, puis du soutien dans les activités de la vie domestique et de la vie quotidienne. Donc, tout ceci, c'était pour vous mettre en contexte justement du plan d'action gouvernemental. Pourquoi un plan d'action a été élaboré pour ces personnes proches aidantes. Donc, je vais vous faire un survol de ce plan d'action. Donc, ce plan d'action a été conçu à partir de la concertation de 17 ministères et organismes, de 15 directions du ministère de la Santé et des Services sociaux, et bien sûr de nombreux partenaires. Donc, ensemble, ils ont élaboré 61 mesures pour reconnaître et mieux soutenir les personnes proches aidantes au Québec. Et ces mesures sont liées à 4 axes d'intervention et 12 orientations principales. Donc ici, je vous montre les 4 axes sur lesquels est basé ce plan d'action gouvernemental. Donc, on a tout d'abord l'axe 1 qui consiste à reconnaître et à à s'auto-reconnaître par la personne proche aidante. Parce qu'assez souvent, on voit que les personnes proches aidantes ne se reconnaissent pas et la population ou bien les personnes aidées ne les reconnaissent pas non plus comme personnes proches aidantes. Donc, à partir de ce axe, on va faire de la sensibilisation, de la mobilisation. Donc, il va y avoir de la concertation. Tout ceci va être en lien avec des déterminants sociaux de la santé. Donc, on a l'axe 2 qui consiste à partager l'information, comme on est en train de faire pour l'instant, à promouvoir les ressources en proche aidance et tout ceci pour augmenter la connaissance de la population ou bien les compétences des personnes proches aidantes.
Donc, ils seront formés, informés et il va y avoir une identification et une réponse à leurs besoins. Maintenant, l'axe 3 qui consiste à développer des services de santé et de services sociaux. Donc, tout ceci va se faire dans une approche de partenariat. Donc, il va y avoir une évaluation sur le terrain des besoins, comme on a dit tantôt, ou bien de toutes les conséquences qui existent au niveau de la proche aidance. Et maintenant, il va y avoir une prise de décision partagée de façon à ce que l'offre de services soit adaptée aux personnes proches aidantes. Il y aura aussi un plan d'accompagnement de ces personnes proches aidantes. Donc, l'axe 4 qui consiste à développer des environnements conciliants, c'est-à-dire on va essayer de faire à ce qu'il y ait un équilibre de vie personnelle, familiale et sociale pour la personne proche aidante et de façon à ce que sa santé et son bien-être soient préservés. Et tous ces axes-là, justement, ont pour base la dignité, la solidarité, la bientraitance et bien sûr l'équité pour toutes les personnes proches aidantes. Et comme vous pouvez le voir au niveau des axes, on voit tout est centré justement sur la dyade personnes et proches aidantes et personnes aidées. Alors, une des orientations importantes du plan d'action, c'est d'assurer la concertation des actions pour l'ensemble des personnes proches aidantes dans les différentes sphères de leur vie. Certaines de ces actions-là ont le potentiel de soutenir l'ensemble des personnes proches aidantes comme une campagne de sensibilisation nationale, tandis que d'autres s'appliquent à certains groupes en particulier, comme du soutien psychosocial à des proches de personnes en fin de vie ou qui ont demandé l'aide médicale à mourir. La concertation entre les acteurs et actrices vise à assurer la complémentarité et la continuité des actions intersectorielles à l'égard des personnes proches aidantes. La concertation doit se produire au niveau national, régional et local par une réponse adaptée aux besoins de toutes les personnes proches aidantes qui prend en compte les différentes sphères de leur vie, soit psychologique, physique, financière, sociale, etc. Parmi les 61 mesures du plan d'action gouvernemental, on retrouve une mesure, la mesure 5, qui cible justement cette concertation-là des actions, des acteurs et des actrices impliquées. La mesure 5 consiste à mettre en place 27 coordonnateurs et coordonnatrices territoriales spécialisées en proche aidance, répartis dans les 6 CCIUS, dont une coordonnatrice provinciale pour les communautés ethnoculturelles et anglophones et 3 autres pour les Premières Nations et Inuits. Kathleen et moi allons maintenant vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste notre mandat pour améliorer le soutien et les services aux personnes proches aidantes dans le cadre du plan d'action gouvernemental. Alors moi, je suis l'une des coordonnatrices territoriales. Je suis la coordonnatrice pour le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, c'est-à-dire que mon mandat concerne les personnes proches aidantes de ce territoire-là qui comprend 5 arrondissements et 5 villes liées sur l'île de Montréal. Si on regarde un petit peu les données sociodémographiques, on voit que les personnes immigrantes sont un petit peu plus nombreuses qu'ailleurs à Montréal, dans ce territoire-là, qu'il y a un petit peu plus de personnes allophones également, et qu'il y a plus de personnes qui vivent sous le seuil de faible revenu sur le territoire si on compare également au reste de l'île de Montréal. Alors, c'est important quand même d'avoir un bon portrait sociodémographique du territoire parce que ça va venir teinter d'une manière ou d'une autre les besoins des personnes proches aidantes et les services qui sont en place ou qui seront mis en place pour elles. Kathleen pourra d'ailleurs vous donner quelques exemples au niveau des communautés ethnoculturelles et de langue anglaise. Donc, pour le mandat lui-même, c'est important de préciser que d'emblée, que le mandat de coordonnatrice n'est pas clinique, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'évaluation ou d'intervention auprès des personnes proches aidantes elles-mêmes. On a plutôt un rôle d'agente mobilisatrice, autant à l'interne de notre établissement, avec les gestionnaires ou les autres professionnels, par exemple, qu'à l'externe de l'établissement avec les organismes communautaires ou d'autres partenaires régionaux ou nationaux. Alors, mon mandat est tout d'abord d'agir à titre de répondante territoriale en matière de proche aidance, c'est-à-dire d'être un peu la personne ressource du territoire pour cette thématique-là, pour la proche aidance. C'est aussi de travailler en étroite collaboration avec les directions, les gestionnaires au CIUS pour développer une offre de services adaptée aux personnes proches aidantes. C'est aussi d'assurer un rôle conseil dans le développement d'une offre de service, comme
organiser des activités de promotion-prévention, faciliter le référencement des personnes proches aidantes au service du communautaire ou au service du réseau de la santé et des services sociaux. C'est aussi travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et des services sociaux, bien évidemment. Agir en soutien à la communauté, par exemple, fournir de l'information ou des ressources sur la proche aidance à un organisme communautaire qui en aurait besoin. C'est aussi agir comme agente mobilisatrice, par exemple, participer aux tables de concertation, aux tables de quartier, pour faciliter les échanges sur la thématique de la proche aidance avec tous les partenaires du territoire afin de mieux répondre aux besoins des personnes proches aidantes. Et finalement, coordonner ou collaborer à la réalisation des actions prévues au plan d'action gouvernemental, c'est-à-dire assurer un leadership pour la réalisation des actions du plan gouvernemental dans mon CIUS, s'assurer qu'on réponde adéquatement aux besoins des personnes proches aidantes et qu'on bonifie aussi l'offre de services au cours des prochaines années. Au niveau de la coordination territoriale, je vous donne maintenant 2 exemples concrets d'actions qui seront réalisées dans le cadre de mon mandat pour vous donner une idée un petit peu plus claire de ce qui va être fait. Donc, tout d'abord, le ministère nous demande à chacun et chacune des coordonnatrices territoriales, le ministère nous demande de faire le portrait des besoins et des services aux personnes proches aidantes. Donc, chaque territoire aura à faire ce portrait-là, ce qui va fournir au ministère une vision d'ensemble des besoins et des services au Québec pour mieux, en fait, programmer ensuite les services sur le plan national. Ce portrait-là va nous permettre aussi au niveau territorial de mieux planifier et de programmer des services là, qui sont adaptés aux besoins de nos personnes proches aidantes sur le territoire. Il faudra donc qu'on réalise et qu'on tienne à jour un portrait des besoins et des services offerts pour les personnes proches aidantes sur le territoire. Et ça va nous permettre de mieux évaluer aussi l'adéquation ou non entre les besoins et les services offerts. Et cette évaluation-là va nous permettre également de développer de nouveaux projets pour mieux répondre aux besoins. Quand ce portrait-là sera fait, on devra ensuite clarifier ou définir les trajectoires de services pour les personnes proches aidantes. L'objectif, c'est vraiment de favoriser la fluidité et la continuité des interventions. On va donc avoir à cibler les obstacles dans les trajectoires, ce qui empêche la fluidité des services ou d'avoir accès à des services pour les personnes proches aidantes. Et on va devoir faire des recommandations puis proposer de nouveaux projets aussi pour répondre de façon plus adaptée aux besoins des personnes proches aidantes sur notre territoire. Je cède la parole à Kathleen maintenant qui va vous expliquer son rôle et mandat comme coordonnatrice provinciale. Merci Emmanuel. Donc, pour vous mettre en contexte justement du mandat de la coordonnatrice provinciale, je vais vous donner quelques chiffres sociodémographiques. La population du Québec actuellement, en 2022, est estimée à environ 8 388 000. Et selon Statistique Canada, l'INSPQ et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion, la population immigrante était estimée en 2016 à 1 091 310 et la population anglophone à 1 103 416. Je dois vous dire aussi, ce sont les données les plus récentes. On n'a pas encore les données pour les 5 dernières années. Et les langues officielles du Québec, on le sait, c'est le français et l'anglais. Mais par contre, bon nombre d'immigrants parlent des langues non officielles à la maison, telles que l'arabe, l'espagnol, l'italien, le créole, etc. Donc maintenant, la question qui se pose, pourquoi une coordonnatrice provinciale pour ces communautés? Donc déjà, on a vu que bon nombre de ces immigrants parlent des langues non officielles. Donc, ils ont des réalités et des enjeux spécifiques propres qui leur sont propres. Et puis, déjà, on peut voir que les réalités de langue sont différentes, étant donné que les immigrants parlent beaucoup plus d'autres langues à la maison que le français et l'anglais. Donc, on peut comprendre qu'il peut y avoir des problématiques au niveau des services dans leur langue. Donc, mais je dois vous dire aussi qu'il y a une coordonnatrice, en fait, Emmanuel vous avait dit qu'il y a 3 coordonnatrices provinciales pour les Premières Nations et les Inuits. Donc, ces coordonnatrices aussi, c'est toujours dans le même cadre des réalités, des enjeux spécifiques qui sont propres aux Premières Nations et Inuits. Maintenant, c'est quoi mon mandat précisément? Donc, je dois vous dire qu'il n'est pas trop différent de celui des coordonnatrices territoriales, mais je vais agir en tant que répondante provinciale
spécifiquement pour les communautés ethnoculturelles et anglophones. Et je vais travailler en étroite collaboration avec les coordonnateurs et coordonnatrices en proche aidance du Québec, étant donné qu'ils ont beaucoup de ces communautés au niveau de leur territoire. Donc, je vais travailler aussi en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, les coordonnateurs et coordonnatrices en proche aidance et ainsi que la conseillère en développement provincial de l'appui. Donc, mon rôle aussi est d'identifier les lacunes et ou les obstacles à l'accès et la continuité des services de ces communautés. Donc, comme vous aviez vu tantôt, ils peuvent avoir un problème de langue, un problème d'interprétariat. Donc, ça peut être difficile pour accéder aux services. Donc, mon rôle, c'est d'identifier ces lacunes au niveau de l'accès et la continuité de ces services. Donc, je vais aussi cerner les besoins spécifiques en matière d'information, de sensibilisation et de formation des personnes proches aidantes au niveau de ces communautés. Et on avait dit aussi qu'il peut y avoir des problèmes de reconnaissance, d'auto-reconnaissance par la personne proche aidante et même par la personne aidée. Je vais agir aussi en soutien à la communauté, ensuite cibler et recommander des actions prioritaires pour augmenter l'accès aux services existants. Donc, j'ai dit prioritaire parce que justement, on va travailler pour les priorités qui existent pour ces communautés-là. Ensuite, travailler en concertation avec les organismes régionaux et provinciaux qui œuvrent spécifiquement auprès des communautés ethnoculturelles et anglophones. Donc, pour vous donner un exemple concret, on a la mesure 30. Par exemple, j'ai dit on a, donc la coordonnatrice provinciale est responsable justement de coordonner la mesure 30, qui est l'une des 61 mesures du plan d'action gouvernemental. Cette mesure consiste à étudier les réalités, les besoins spécifiques des personnes proches aidantes issues des communautés ethnoculturelles et anglophones en vue de définir des pistes d'action pour mieux les soutenir. Donc, en d'autres termes, il s'agit d'un projet de recherche qui a été confié à l'Institut universitaire Sherpa. Donc, là où je suis affectée, donc l'Institut universitaire Sherpa, il est intégré au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Donc, il a un passé en contexte interculturel. Donc, il a une expertise justement pour toutes les communautés ethnoculturelles et anglophones. Donc, ce projet consiste à mieux comprendre les particularités de l'approche aidance que présentent ces groupes. Donc, pour cela, on va produire une synthèse critique et contextualisée pour le Québec de l'état des connaissances. Non seulement une synthèse de la littérature qui existe à travers le monde pour les communautés, l'approche aidance au niveau des communautés ethnoculturelles et anglophones, mais aussi un état des connaissances empiriques sur les personnes proches aidantes issues de ces communautés-là. Et les résultats de ce projet vont permettre de mieux comprendre le profil de ces communautés. Donc, nous allons avoir une cartographie aussi de ces communautés à travers le Québec, de mieux comprendre leurs besoins spécifiques et tout ce qui facilite et les barrières, justement, qui peuvent les conduire à utiliser ou non les ressources existantes déjà sur le terrain ou bien les services existants. Et de là, des recommandations vont être formulées et ces recommandations pourront être prises en compte pour mettre en œuvre l'ensemble des actions intersectorielles en proche aidance dans ces communautés. Merci beaucoup, Kathleen. En résumé, ce qu'il faut retenir, ce sont tout d'abord les efforts gouvernementaux qui ont été déployés depuis 2020 pour la reconnaissance de l'importance de l'apport social des personnes proches aidantes, de leurs besoins et l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur bien-être. On a fait un bref portrait des types de soutien apportés aux personnes aidées, aux conséquences potentielles de la proche aidance et aux besoins des personnes proches aidantes. Il faut garder en tête que chaque personne proche aidante a un parcours unique, un parcours qui lui est propre. Les besoins des personnes proches aidantes s'insèrent dans un moment ou dans des moments précis de leur parcours, dans un contexte qui leur est propre. C'est pour ça qu'il est important de leur apporter le soutien et l'aide qui va répondre à leurs besoins au bon moment dans leur parcours. Ce qui est un beau défi proposé par le plan d'action gouvernemental, mais un défi de taille quand même dans le contexte actuel du réseau de la santé et des services sociaux qui se relève tranquillement d'une pandémie et qui fait face à des défis au niveau des ressources humaines et financières. Les coordonnatrices spécialisées en proche aidance représentent un des maillons importants du plan d'action gouvernemental, puisque notre mandat, essentiellement, c'est de faire la liaison entre le projet politique et social, soit les actions qui sont prévues par le ministère de la Santé
et ses partenaires et leur implantation bien concrète sur nos territoires respectifs, nos populations respectives pour favoriser le bien-être des personnes proches aidantes. Alors, c'est un vaste et beau projet qui commence. Il ne reste plus qu'à se retrousser les manches, se parler, travailler tous et toutes ensemble pour mieux soutenir les personnes proches aidantes du Québec. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.